suis journaliste libanaise, je suis basée à Beyrouth. Je suis cofondatrice et éditrice d'un site web, Mashallah News, qui traite du monde arabe de la Turquie et de l'Iran sur des sujets comme les changements urbains, les droits de l'homme, les gens, l'art, la culture. Et j'étais aussi éditrice d'un magazine d'investigation économique et financière, anglophone, executive. Et je suis aussi membre de la société civile libanaise. Donc ensuite nous aurons Sana Zouaï de Tunisie. Voilà, alors journaliste franco-tunisienne, j'ai cofondé un magazine en ligne en Tunisie qui s'appelle Inkifada. C'est du reportage et de l'investigation avec beaucoup de data journalisme, donc du journalisme de données, du travail sur de l'infographie statique et de l'infographie interactive. C'est quelque chose que je voulais vous montrer, mais on n'a pas de rétroprojecteur, donc n'hésitez pas pendant la présentation à aller sur le site si vous voulez. Oui, nous vous communiquerons d'ailleurs les liens et les sites, les adresses. Voilà, et donc il y a tout ce jeu dans notre magazine en ligne de travail sur le fond avec des sujets très, très longs et la forme et nouveau mode de navigation interactive. Merci Sana. Et donc maintenant c'est Myriam Oudiri, là aussi vous êtes du Maroc, ce qui vous concerne. Bonjour, je m'appelle Marie Moudrelli, je suis secrétaire générale du quotidien économique, L'Économiste. Je fais partie d'un groupe qui a aussi un journal arabophone, nous avons une radio et l'école du journalisme, et je suis très portée sur les questions d'environnement. Et enfin le docteur Taha Balafrej, qui va se présenter lui aussi. Alors, je suis Taha Balafrej, j'ai commencé ma carrière en tant que professeur de mathématiques. Parlez un peu plus fort. Oui, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que professeur de mathématiques. Et je suis allé dans l'environnement et dans la politique, le changement climatique. Et aujourd'hui, je suis plus dans le développement humain des jeunes. Et je suis là, je suppose, parce que je suis de l'autre côté, j'ai toujours été de l'autre côté de la barrière face aux journalistes. C'est pas négatif, hein, mais il faut des interlocuteurs. De l'autre côté, j'étais directeur de l'administration centrale au ministère de l'Environnement. Donc j'ai eu affaire à pas mal de journalistes à ce poste. Et ensuite, j'étais dans une grande entreprise, directeur de développement durable, qui inclut l'environnement et le développement humain et les relations sociales. Et j'ai quitté ce monde parce que je me suis rendu compte, enfin on va le dire tout à l'heure, mais peut-être c'est une introduction, je me suis rendu compte que médiatiser et travailler en réseau nécessite des compétences fondamentales, des compétences de base. Sinon, c'est-à-dire, on a les canaux, mais quel contenu on met. Et c'est ça qui m'intéresse le plus, et peut-être qu'on va en discuter tout à l'heure. Merci. Alors je vais repasser d'abord le micro à Micheline. Micheline Tobia, donc vous l'avez dit, cofondatrice d'un média alternatif qui est déjà en soi un réseau, hein, puisqu'on est dans les réseaux. Et deuxièmement, vous êtes, on va vous observer, vous écouter, parce que vous êtes témoin au sens fort du terme d'un événement qui se déroule au Liban depuis déjà trop de mois, longs mois, et qui constitue une sorte de cas particulier, dramatique d'ailleurs, dans le concept général de l'environnement. Oui, je vais vous parler sur la crise des déchets qui dure depuis juillet 2015. Les questions environnementales n'ont jamais été très suivies et médiatisées au Liban, bien qu'il y ait eu des investigations, quelques articles sur des choses comme les eaux usées, les nappes phréatiques qui sont polluées, enfin, il y avait plein de sujets qui n'arrivaient pas à avoir le public mérité. Mais cela a changé depuis juillet 2015, depuis que nos rues sont envahies par les poubelles. Et depuis que les gens se sont rendus compte que les autorités n'arrivent pas à trouver de solution et qu'ils n'ont jamais vraiment travaillé à avoir une solution dans tous les cas.
Les associations ont prévenu pendant des années. Les associations environnementales, les institutions environnementales aussi, les activistes ont prévenu qu'il y avait un énorme souci, qu'il y avait une crise qui allait s'annoncer parce que les poubelles, les déchets étaient jetés dans une décharge au sud de Beyrouth, les poubelles de Beyrouth et des alentours du mont Liban, ce qui concernait 40%, plus de 40% des poubelles au Liban, étaient jetées dans un endroit qui était supposé être une solution temporaire, qui devait durer juste quelques années, qui a duré plus de 17 ans. Et donc les habitants de cette ville-là ont prévenu les autorités qu'ils allaient fermer leurs décharges. Ils les avaient prévenus la première fois officiellement en 2014. Ils ont fermé la décharge pendant quelques jours et ont accepté de rajouter un an en plus pour donner le temps aux autorités de trouver une autre solution. Donc l'année est passée, il n'y avait toujours pas de solution. Le gouvernement ne s'est pas réuni sur ce problème. Les associations travaillaient autant qu'elles pouvaient pour tenter de proposer des solutions de recyclage, de traitement des déchets, de partage des déchets par rapport aux régions. Et rien n'avait été fait. Et ce n'est que quand les déchets se sont amoncelés sur les rues que les gens se sont rendus compte du problème et que les médias ont commencé à traiter de cette histoire. Ça a provoqué, et les réseaux sociaux ont eu un très fort impact et rôle dans cette médiatisation, parce que les activistes, mais aussi les gens, partageaient les photos de ces poubelles, de ces montagnes de poubelles dans leur rue, à côté de la mer, à côté de l'aéroport, à côté du port. Et donc ça a provoqué un mouvement social et des manifestations qui ont regroupé des milliers de personnes dans la rue. Les autorités ont tenté de cacher ces poubelles-là pendant un bout de temps. Donc d'un coup, les poubelles ont disparu de Beyrouth. Et les hommes politiques ont dit qu'ils avaient trouvé une solution, des solutions. Et les poubelles étaient surtout jetées le soir, la nuit, quand les gens dormaient. Et c'est là que les réseaux sociaux et les activistes et les médias ont joué un rôle important en suivant ces camions durant la nuit. Ils se sont rendus compte qu'il est jeté dans les ravins, dans les rivières, sous les ponts. Il est caché sous les ponts alors que les gens passaient à côté de l'autoroute, à côté de la mer, à côté enfin, un peu partout, mais pas dans Beyrouth. Les rues étaient vidées. Ça semblait propre. Voilà, ça sentait mauvais quand même. Mais exactement, c'est comme les gosses qui tentent de ranger leur chambre en cachant tout sous leur lit. Et donc, il y a même une municipalité qui a fermé une route entière, un tronçon de route, pour jeter ces poubelles-là, pour placer les poubelles temporairement. Une photo a fait le buzz il y a 2 semaines sur CNN Times Magazine. C'est une route toute blanche, une rivière, la rivière de poubelles. On avait notre propre rivière de poubelles sur laquelle on pouvait faire un peu de ski. Voilà, on a les gens ont un peu plaisanté sur les discours utilisés par le ministre du Tourisme. On leur a dit on a notre propre rivière de poubelles. Il faudrait faire un peu de pub par rapport à ça. Et même les hommes politiques ont utilisé certaines de ces photos, ont commenté certaines de ces photos ou de ces vidéos. Par exemple, il y avait une vidéo d'inondation dans lesquelles on voyait les poubelles flotter dans les rues. Et le Premier ministre avait juste annoncé, alors qu'il y avait 10 vidéos de 10 angles différents de cette même rue, il a dit que c'était une vidéo truquée. Mais les gens étaient frustrés, montraient cette frustration. Il y avait même aussi, il y a eu plusieurs recherches scientifiques. En général, les recherches scientifiques sur l'environnement ne sont pas relayées par les médias ou bien sont relayées vers la fin d'un journal télévisé parce que les gens, les journalistes et les gens ne portaient pas tellement d'importance sur ce genre de sujet. Ils se sont rendus compte que le taux de dioxine dans une région résidentielle à côté d'un dépotoir, à côté d'un incinérateur sauvage,
il y avait un taux de dioxine 400 fois supérieur que le taux de dioxine prélevé à côté d'une région très industrielle en 2014. Et donc aussi, cette annonce a fait comme un effet d'une bombe, et tous les gens ont commencé à partager ce genre d'informations. Les seules solutions, la solution la plus parlée et la proposée par le gouvernement, était d'exporter cette poubelle. Ils n'ont pas réussi à trouver une solution sur le terrain. Ils se sont dit, bon, ben, on va l'envoyer quelque part ailleurs. Pendant plusieurs semaines, ils ont parlé du Sierra Leone, et les autorités de Sierra Leone ont dit que ils ont entendu parler de ce plan-là qu'à travers les médias, que personne ne les avait contactés, et donc ils ont porté plainte. Et après, pendant encore 1 mois et demi, ils parlaient de l'option de la Russie. Et une compagnie britannique a eu le projet. Le gouvernement libanais a passé un décret une décision de donner. Oui, je suis en train j'ai le chrono. De passer 50 millions de dollars pour cette compagnie pour exporter ces poubelles-là. Et il y a eu une annonce du ministère de l'Environnement russe qui a prévenu que les documents supposément signés par ce ministère étaient falsifiés par la compagnie choisie par le gouvernement. Et donc, les réseaux sociaux, les réseaux associatifs ont joué un rôle important dans la médiatisation de cette crise des déchets, mais en même temps, les médias ont eu un rôle principal à relayer ces photos-là, relayer les vidéos qui étaient d'abord publiées sur les réseaux sociaux, mais aussi en rajoutant leur travail d'investigation, leur travail de recherche, en posant les bonnes questions, en trouvant les personnes responsables, en parlant de chiffres, en ramenant des experts qui s'y connaissaient et à compléter les informations qui étaient présentes. Donc je continuerai par rapport aux questions. Pas pour nous de parler des questions environnementales en tant que journaliste média du Sud, voilà, Méditerranée au sens large. Nous, on l'a fait à travers un contenu particulier et une forme particulière, donc un contenant aussi qui est travaillé. À travers un contenu particulier parce que, comme nous sommes un magazine et qu'on est dans une temporalité différente, on fait le choix de parler parfois de sujets d'actualité qu'on va développer beaucoup plus, ou de sujets qui ne sont pas forcément, qui ne font pas l'actualité en tout cas, mais qui pour nous sont importants. Donc je vais vous prendre plusieurs exemples d'articles qu'on a fait sur ces questions-là, et je vais vous montrer comment, à travers l'entrée des droits économiques et sociaux, dans chacun de nos articles, on a réussi à parler de la question environnementale, en amenant le sujet d'une manière complètement différente. Et je vais commencer par vous parler de la tomate. En Tunisie, on a une grande culture de la tomate. Et la question, c'est, est-ce qu'on fait de la tomate? On sait tous que la tomate, elle a une saisonnalité, comme les autres fruits et légumes, il n'y en a pas toute l'année. En Tunisie, on fait signe pour le temps. Hein. Je veille. Merci. En Tunisie, les agriculteurs, à un moment donné, se sont mis à faire de la tomate, non pas de consommation fraîche, mais à faire en pot. Parce que c'est notre spécialité, la base de la nourriture en Tunisie est à base de sauce tomate. Donc les agriculteurs se sont tous retrouvés à s'engouffrer là-dedans, à faire de la tomate à mettre en conserve, sauf qu'ils en produisent toute l'année, et qu'à un moment donné, les industriels gagnent, le prix de la tomate s'effondre, et on se retrouve avec des agriculteurs qui font de la grève, et qui balancent leurs tomates partout sur la route. Donc ça fait un buzz pas possible en Tunisie, parce que depuis 2011, on se retrouve avec des rues pas blanches mais rouges chez nous, avec les agriculteurs qui balancent tout leur cajot en disant bah, nous on en a marre, on n'est pas en train de vivre. La tomate, ça consomme énormément d'eau et d'engrais quand c'est cultivé hors saison. Comment on fait, nous, pour vivre? Donc nous, on part sur cette question-là, qui est complètement droits économiques et sociaux, question de dignité de travail, complètement en lien avec la Révolution, et on se retrouve en fait à interroger en entrant et en allant discuter avec les agriculteurs et avec le syndicat local des agriculteurs à l'intérieur du pays, parce que là, on n'est plus à Tunis, là, on a très peu d'interlocuteurs au niveau de l'administration et du gouvernement, parce qu'on sait qu'on ne nous répond jamais sur ces questions-là. Donc nous, on part à l'intérieur du pays, et on se retrouve à parler avec ces gens
avec ces femmes qui sont utilisées, sous-payées par rapport aux hommes pour ramasser de la tomate, ces agriculteurs qui vous expliquent que tous les prix ont flambé, qui vous expliquent qu'il y a tout un système d'engrais qui est utilisé, qu'ils voient bien que les arbres sont en train de mourir près de chez eux, que les nappes phréatiques sont en train d'être contaminées. Et donc voilà, en entrant avec cette question d'actualité sur la grève des agriculteurs qui ne veulent plus faire leurs tomates, on se retrouve à parler d'une question de sécurité alimentaire. Autre point, les déchets, ce qui est un problème que je crois nous partageons tous dans le Sud. Après la Révolution, on a eu de nombreux citoyens qui ont commencé à fermer les déchetteries, parce que à l'époque de la dictature, les déchetteries étaient ouvertes, avec tous les systèmes de corruption qu'on connaît très bien en Italie, par exemple, pour citer un exemple près d'ici. On avait des déchetteries qui étaient ouvertes, près d'habitations, près d'écoles, sans prêter guère attention aux impacts sanitaires de ces questions. Donc, après la Révolution, les citoyens ont commencé à fermer les déchetteries, et surtout, les éboueurs ont commencé à faire la grève. Parce qu'il se trouve que les éboueurs étaient payés l'équivalent de 70 à 80 euros par mois pour ramasser et tirer des charrettes qui font jusqu'à 600 kg d'ordures à main nue, qu'ils sont malades, qu'ils n'ont pas de contrat de travail, qu'ils n'ont pas de chômage, qu'ils n'ont pas d'assurance maladie, et qu'ils ont une longévité qui est très courte. Et donc on est parti sur ces questions-là où tout le monde râlait en disant mais c'est pas possible, on a des poubelles depuis 2011 et on est en 2015, on a des poubelles partout en Tunisie, on en a ras-le-bol, ça pue. Oui, ça pue, oui, vous en avez marre, oui, les gens sont sous-payés. Il faudrait se poser la question de comment marche notre système de déchets en Tunisie. Sur des déchets lambda, donc nous on a travaillé sur cette question, encore une fois en prenant le temps d'aller voir, en entrant par la porte de la grève des éboueurs, mais qu'est-ce que ça donne en fait d'être éboueur? Quel est le système de collecte des poubelles en Tunisie? Quelles sont les déchetteries qui existent? Les projets en cours, les projets à venir? Quel impact sur l'environnement? Quel impact pour les enfants quand on ouvre et qu'on ferme des déchetteries à tout va? Quand on se met à brûler des déchets dans la rue? Et après ça, ça nous a emmenés sur une autre enquête qui, elle, n'était pas d'actualité, mais l'était quelque part. C'était le traitement des déchets hospitaliers. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là dont on n'entend jamais parler? Le gouvernement a beau dos de dire on essaie de s'occuper des poubelles, mais personne ne vous parle des déchets hospitaliers, qui sont des déchets dangereux, soit des médicaments, soit des seringues, soit du sang, soit des membres aussi, des fois, de personnes qui sont amputées. Et donc on a tout un système, normalement, très bien fait, avec des aides de l'Union européenne, blablabla, sur comment on est censé se débarrasser des déchets hospitaliers. Et finalement, on se rend compte, encore une fois, que les éboueurs qui faisaient la grève, parce que là encore, ils ne sont pas assez bien payés, vous font rentrer dans un univers où vous vous rendez compte de la difficulté du travail, des maladies que ces gens subissent, de leur non prise en charge, du danger sanitaire. Donc là encore, on était dans cette question. Et un dernier sujet dont je voudrais parler, qui lui aussi n'était pas d'actualité, c'est celui de la pollution d'un lac à Bizerte. Encore une fois, on part sur des droits économiques et sociaux. Des pêcheurs qui ne peuvent plus vivre de leur travail parce que le lac de Bizerte est en train d'être pollué. Il est pollué et on nous dit c'est un problème de manque d'oxygène parce que le réchauffement climatique. Et en fait, quand on cherche, on se rend compte que l'industrie lourde balance des eaux usées dans le lac de Bizerte, que de nombreuses possibilités pour ouvrir des parcs de mollusques ont été octroyées sans vérifier qu'est-ce que ça donne comme nouvel écosystème. Et donc en entrant dans toutes ces questions-là, toujours de grève, de droit au travail à la base, on se rend compte très vite qu'on est dans des questions sanitaires, écologiques, J'arrête là? Non, mais on va y revenir de toute façon. D'accord, parce que je n'ai pas répondu à votre question qui était comment on rend ça attractif. Justement, on va y revenir tout à l'heure. À mon avis, vous l'avez déjà rendu attractif. Ah bah super alors. Alors, troisième intervenante, Myriam Oudrihiri. Vous, là, je vois que vous avez travaillé par l'intermédiaire d'un réseau, je cherche toujours le mot réseau, avec ce que vous appelez un journalisme de solution. Oui. Alors, effectivement, depuis maintenant 3 ans, nous travaillons avec une entreprise sociale qui est basée à Paris, qui s'appelle Sparknews. Micro. Pardon. C'est une entreprise sociale, en fait c'est une plateforme de contenu, et elle a adopté la démarche de ce qu'elle appelle le journalisme d'impact ou journalisme de solution. Donc elle met en réseau, aujourd'hui nous sommes 50 journaux à travers le monde, à proposer des solutions qui marchent. Des solutions, donc on a parlé de problèmes aujourd'hui,
Mais là, c'est des solutions qui marchent. Donc, nous faisons un appel à projet. Donc, on vient de le terminer donc, pour le mois de janvier. Et nous publions le mois de juin, donc ça va être le 25 juin, simultanément dans 50 pays du monde, un spécial sur les solutions qui marchent sur des problématiques, particulièrement de l'environnement, l'éducation et la santé. Aujourd'hui, cette opération éditoriale touche 120 millions de lecteurs presse écrite et 22 millions de personnes à travers les réseaux sociaux. Donc c'est dire l'impact de ces projets. Et puis c'est des projets, par exemple, on a fait une autre opération sur le climat, en marge de la COP21. Là, nous étions 17 journaux économiques. Et l'impact est... donc on a eu 50 solutions business du climat qui étaient sourcées dans 90 pays. L'impact est très vite arrivé. Par exemple, une société anglaise a conçu ils appellent ça des petites centrales mobiles où ils fabriquent de la chaleur et de l'électricité à partir de déjections d'animaux et des déchets domestiques. Et dès que le journal, enfin, dès que l'article, le reportage a été publié, ils ont été contactés par le ministre de l'Énergie du Mexique. Et ils ont signé un contrat avec la ville de Mexico. Ils ont signé avec la ville de New York. Ils sont en négociation au Portugal et ils sont très intéressés par le Maroc. Tout ça pour vous dire la force donc, des réseaux. Et il y a aussi, je voudrais illustrer aussi un autre propos. Nous avons fait, dans le cadre de ce spécial, un article à l'Économiste dans un village qui est à 1200 mètres d'altitude, à Sidi Ifni. Et il y a une ONG qui extrait de l'eau potable à partir du brouillard. Et le projet s'intitule Moissonner le brouillard. Et dès la publication de ce reportage, il y a eu une médiatisation extraordinaire. Ils ont reçu donc, les médias, etc. Un philanthrope sud-africain a lu le reportage dans le journal local, a décidé de faire le voyage à Sidi Ifni, à la montagne, à rencontrer les personnes, à visiter le centre, et leur a fait un don important. Donc tout ça pour vous dire, oui, on peut utiliser le mot anglais, networking, l'échange, le partage, mais sur des solutions qui marchent, qui émergent dans nos pays et qui marchent. Nous, pourquoi nous avons accepté de participer à ce type d'opération? Tout simplement d'abord pour dire aussi qu'on est aussi capable de faire des choses et de partager. Et aussi de voir un peu ce que font les autres pays. Moi, je ne connaissais pas, lorsqu'on se rencontre à Paris pour faire un débriefing, il y a l'Inde, il y a le Bangladesh, il y a le Chili, il y a le Mexique. Au Mexique, il y a un jeune ingénieur qui fabrique des assiettes en plastique, des sachets à partir de noyaux d'avocat. C'est extraordinaire. Donc, et puis au Maroc aussi, nous avons une entreprise, on a fait un reportage donc, qui a fait partie du spécial. C'est une entreprise qui fabrique du biocarburant à partir de l'huile alimentaire. Et il vient d'avoir le certificat pour exporter sur l'Union européenne. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui on a, à travers les médias, en catalysant toutes les énergies, on peut montrer que les choses bougent. Et comme je vous ai dit ce matin, on a parlé, bon c'est vrai, les problèmes, on a tous des problèmes de déchets, etc. Mais je crois que chacun dans notre coin, on fait des choses. Mais si on rassemble tout ça, et c'est le but, je crois, de la mise en réseau, je crois qu'on peut faire bouger les choses. Effectivement, mais je voudrais ajouter une troisième couche, si vous permettez. Ce matin, j'ai vu M. Fautrier. Quand j'ai vu le nom sur la liste, ça ne m'avait rien dit, mais quand j'ai vu le visage, je me suis souvenu qu'on avait travaillé ensemble lors de la COP7. Et je tiens à dire à mon ami Fent que le Maroc qui accueille la COP22 avait déjà accueilli la COP7 il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, il y avait 5000 participants. Il aurait pu en avoir un peu plus, mais comme c'était au lendemain des attentats de septembre 2001, il y a eu quelques désistements, il y a eu quand même 5000 personnes. Donc imaginons en 15 ans l'évolution des choses. Aujourd'hui, on parle de 20 000 personnes qui vont venir à Marrakech pour la COP22. Donc ça signifie que quand même il y a quelque chose qui évolue. Et j'ai vu ça puisque j'ai fait dans ma carrière 6 COP, depuis la COP 6 jusqu'à la COP 13. Et on voit tous cette évolution, mais bien entendu, la vitesse de développement des problèmes est supérieure à la vitesse de recherche de solutions. Et par conséquent, ça crée de la frustration, mais il y a quand même une certaine évolution. Donc je ferme cette parenthèse. Je voulais dire aussi, par rapport à la discussion de ce matin, la mise en contexte est quand même importante. Et vous avez vu à un moment, il y a eu quelques échanges un peu difficiles, parce que le nord, le sud, est-ce que les problèmes sont communs? Est-ce que c'est l'eau qui
plus importantes ou les affaires globales et tout ça. Et cette absence de mise en contexte nuit à la défense de l'environnement et au sujet de l'environnement. À l'intérieur même du Maroc, la défense et la protection de l'environnement n'est pas la même à Marrakech ou à Khmissat ou à Casablanca. Donc le contexte est très important et il ne faut pas généraliser les choses et les problèmes. Le deuxième point, c'est l'intermédiation. Si on voit que tout ce qui concerne l'environnement et le milieu naturel nécessite un engagement, une mobilisation, ben, il faut aussi qu'il y ait des intermédiaires. Et c'est ça qui... Sur les problèmes sociaux, il y a des intermédiaires, il y a des syndicats, il y a Prud'homme, je ne sais pas quelle gouvernance a été mise en place dans tel ou tel pays, mais il y a de l'intermédiation qui permet de régler des choses, et là ça manque beaucoup. Il y a aussi la mise en situation de la problématique environnementale dans la presse et les médias. Vous n'avez qu'à voir la presse française, par exemple. Chacun appelle ça d'une manière différente. Il y en a qui disent c'est nature, d'autres c'est planète, d'autres c'est terre. Et alors qu'en réalité, on ne peut pas cataloguer comme ça. On ne peut pas mettre une rubrique spécifique. Dès que vous touchez à l'environnement, vous touchez fatalement à l'économie, aux revenus, au lobby, à la vie sociale, etc. Donc tout ça, je ne vais pas ajouter au problème qu'a énuméré Yolène ce matin, mais de ma perspective et à partir de mon expérience, je pense que c'est des choses qu'il faut préciser. Maintenant, dans ce que j'ai vécu, moi, comme directeur, aussi bien dans l'administration que dans une grande entreprise, les réseaux, c'est très important. Et heureusement, je dis ça en présence de journalistes et donc de la presse, heureusement que les réseaux sociaux sont là, parce qu'ils ont quand même accéléré la dynamique. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'OCP, et c'est là, pour communiquer rapidement et tranquilliser les gens, il n'y a pas mieux que les réseaux sociaux. Un communiqué dans la presse qui va paraître 24 heures plus tard n'a pas le même impact que ce que nous pouvons obtenir à travers un message ou un post sur Facebook. Lorsque nous avions, c'est pas de l'environnement, mais c'est aussi de la durabilité de l'activité économique, lorsqu'il y a eu les conflits avec les jeunes sur les sites miniers, nous avons communiqué exclusivement à travers Facebook. L'annonce de recrutement, la mise sur Facebook, les recrutements ont eu lieu sur Facebook. On n'a pas utilisé la presse pour ça. Donc, pour répondre à la question réseau et médiatisation, oui, les réseaux c'est puissant. Il faut bien entendu faire attention, comme j'ai dit tout à l'heure, au contenu. Il faut de la crédibilité, il faut de la légitimité, il faut de l'honnêteté aussi. Et c'est très important de dire que quand on parle d'environnement, on ne peut pas tricher. Environnement ou développement durable, de manière générale. On ne peut pas tricher parce que ça se voit vite. C'est des choses qui apparaissent rapidement, qui se révèlent rapidement. Et donc, dans le cadre de l'activité d'une entreprise ou gouvernementale, il faut savoir privilégier la transparence et l'honnêteté et dire les choses telles qu'elles sont. S'il me reste une minute... Il vous reste une minute. Une minute, c'est une chose très importante, comment construire l'avenir commun. Parce que quand on parle de réseau, de médiatiser, tout ça, on a toujours l'impression qu'il y en a ceux qui veulent que la planète soit détruite, il y a ceux qui veulent que la planète soit sauvegardée. Je ne crois pas, franchement. Il y a peut-être des intérêts, je ne suis pas naïf. Il y a des lobbies, il y a des gens qui veulent que leur activité économique continue, il y en a qui veulent exploiter les ressources plus que les autres, bien entendu. Mais il y a quand même moyen de trouver un espace commun. Il y a quand même moyen d'engager, de mobiliser les gens sur des objectifs communs. C'est ce qui s'est passé à Paris, par exemple. C'est très bien. C'est pas la fin. C'est quelque chose qui va être relancé à Marrakech. On va encore avoir d'autres discussions. Mais il faut réfléchir comme ça. Il faut réfléchir à l'avenir commun de tous.